Merci beaucoup, chers téléspectateurs qui nous suivent sur Sénévision. C'est un honneur de vous retrouver dans votre émission Les Rendez-vous de la Diaspora. Aujourd'hui, nous allons encore parler du Sénégal et de la situation politique. Il y a de cela quelques jours, tout était incertain. On ne savait pas si on allait à des élections présidentielles ou pas. Et tout ça a fini par l'élection d'un nouveau président de la République, une troisième alternance dans le pays de la Teranga. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? On va essayer de décortiquer le sujet aujourd'hui avec nos invités. Cher Tidiane Sow, consultant en communication culturelle et approche participative, et Mohamed Lam, juriste. Bonjour cher, et merci de votre retour sur Sénévision. Bonjour les amis, je suis très content qu'on se revoie voilà, après s'être vu juste avant les élections. Merci Merci. beaucoup. Bonjour Mohamed, merci aussi à toi aussi d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour Ismaël, avec plaisir. Alors, cher, vous êtes un peu plus âgé que nous. Peut-être vous avez vécu beaucoup de situations politiques au Sénégal. Est-ce que ce qu'on a vécu récemment avec un report d'élection présidentielle, beaucoup de rebondissements, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose d'inédit dans le champ politique au Sénégal? Moi, je pense qu'on peut le dire, c'est quand même quelque chose qui est communément accepté et attesté. Hein. C'est la première fois qu'on a un président qui a quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale décide de suspendre la campagne et de reporter les élections. Ça, c'est une chose. C'est quand même aussi la première fois qu'on a autant d'arrestations, de tuer aussi pendant une période électorale. C'est aussi une première fois qu'on a un opposant qui passe au premier tour. Voilà, et c'est la première fois qu'on a un président qui passe de la case prison à la case présidence, quoi. Donc c'est assez inédit. C'est assez inédit. Mohamed, le président Macky Sall et son régime ont fait face à la jeunesse sénégalaise. Quelque chose aussi qu'on ne voit pas très souvent, la jeunesse qui était déterminée à s'exprimer, à montrer qu'il avait envie de quelque chose. Qu'est-ce qui a pu peut-être exprimer cet engouement de la jeunesse et lui a fait peut-être valoir ses intérêts sur le plan politique? Mais en fait, il y a une génération de conscience qui était déjà là et qui était prêt de toute façon à toute forme toute forme de changement et qui s'est accroché à un discours politique qui allait dans le sens de ce qu'ils espéraient. Donc la rencontre entre cette jeunesse consciente et le discours de ce parti politique, du parti politique PASTEF, ça fait que ça crée une sorte de synergie et cette énergie-là a provoqué le changement aujourd'hui qui s'est produit par le résultat de l'élection présidentielle. Alors, un choc entre cette jeunesse sénégalaise très déterminée à imposer ce changement et un président Macky Sall qui aussi, quelque part, était campé sur son camp, reporter l'élection présidentielle. D'abord même, on veut dire qu'il voulait participer à cette élection présidentielle avant de revenir à de meilleurs sentiments. Est-ce que, cher, on peut dire aujourd'hui que le président Macky Sall, malgré tout ce qui s'est passé, qui a finalement organisé une élection libre et transparente, est sorti par la grande porte? Ah non, on ne dira pas qu'il est sorti par la grande porte. Il est sorti effectivement par la porte, pour le portail du palais, mais quand on regarde les images, là où il s'attendait à être acclamé par le peuple, j'ai même pas compris pourquoi il est resté debout, le corps dehors, à toiser presque les jeunes Sénégalais avec des huées comme moi. C'est la première fois que je vois ça. C'était presque affligeant. Moi, j'en avais vraiment mal pour lui. Donc, il est sorti effectivement par le portail du palais. C'est ça le protocole. Au bout de 30 minutes, il a pris l'avion, il est reparti. Depuis, on n'en a plus entendu parler. Je pense que là, symboliquement, c'est montré en fait qu'il est sorti vraiment par la petite porte. Et il ne pouvait pas faire autrement que d'organiser les élections. À la fois, la pression interne et externe faisait qu'il ne pouvait pas faire autrement. Alors, il a pris des décisions juste avant la tenue de l'élection présidentielle, et notamment cette loi d'amnistie des événements de mars 2021 à 2024. Est-ce que c'est une manière de se protéger ou de protéger ses alliés? Je pense que lui, il est quand même protégé par son immunité présidentielle, à moins que
les enquêtes montrent voilà, qu'il a été impliqué personnellement. Donc l'amnistie va plutôt envers son clan. Son clan. Vous savez bien qu'il y a les rapports sur lesquels il avait posé son coude, comme on dit, qui vont... Voilà. Donc ces rapports, effectivement, qui vont être quand même déclassifiés, revus. Voilà. Et donc pour moi, cette décision-là avait pour but simplement de faire passer par perte et profit tout ce qui s'est déroulé en mal, quoi, par à la fois les répressions, les meurtres, mais aussi les vols et autres éléments de corruption dont on attend qu'ils soient éclaircis effectivement par la justice. Parce que comme ils l'ont dit, hein, les nouveaux tenants du pouvoir, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, il n'y aura pas de vengeance, mais il y aura justice. Et je pense que la réconciliation qui est demandée, qui est exigée pour un meilleur vivre ensemble, pour une cohésion nationale, doit passer quand même par la mise en œuvre de la vérité. On ne peut pas faire de la réconciliation s'il n'y a pas de vérité. Dans tous les pays où il y a eu des éléments comme ça, que ce soit au Rwanda par exemple ou ailleurs, il y a eu justice a été rendue. Les coupables voilà, ont reconnu leurs faits. Et ce sont les victimes qui doivent effectivement se constituer et réclamer justice. Ce n'est pas le président qui... Lui doit demander pardon quand il n'a pas pardonné. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que... ce retournement effectivement de charge, quoi. Ouais. Effectivement, Mohamed, on va rebondir sur cette même question. Aujourd'hui, la jeunesse qui s'est battue, qui a obtenu gain de cause, parce qu'il y a élection, il y a aussi élection d'un président de la République, mais qui espérait qu'il y aurait justice après changement de pouvoir. Aujourd'hui, le premier discours de Ousmane Sonko lors de son élargissement de prison, c'est « il n'y aura pas de chasse aux sorciers, mais il y aura justice ». Si aujourd'hui, il n'y a pas de reddition des comptes, notamment sur ces tueries, sur cette répression, est-ce qu'il ne serait pas une certaine trahison de la part de ce nouveau gouvernement envers le peuple et surtout la jeunesse sénégalaise? Mais c'est toute la complexité de la loi d'amnistie. Enfin, une loi d'amnistie, c'est une loi qui efface. Donc, et pour revenir sur cette loi, il faut repasser au Parlement, il faut réactiver tout ce qui s'est produit avant l'avènement de la loi. Sur la question de la reddition des comptes, je pense que c'est prévu. Le président Diomaye, je pense qu'il a fait un discours, il a demandé aux gens qui ont commis des crimes économiques de se rendre, de venir de se dénoncer tout seul. Il n'y aura pas de poursuite, ça je ne pense pas que ce soit le cas. Hein. Je pense qu'il va quand même, parce qu'il y a déjà des voix discordantes qui commencent à se lever pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait une poursuite ou alors des enquêtes qui sont réouvertes. Il y a une petite opposition qui s'est placée. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que le gouvernement n'est même pas encore installé et ces questions-là commencent à jaillir. Donc je pense que même si eux, à leur niveau, prennent du temps pour pouvoir revoir ces dossiers, certains opposants ne vont pas leur laisser le temps de s'installer. Donc ce sont des sujets qu'il faut absolument... Parce que quelque part aussi, ça a été leur fonds de commerce pendant cette campagne électorale, ou bien juste avant qu'ils ne sortent de prison. Je parle bien du duo Sonko et Diomaye. Avant qu'ils ne sortent de prison, avant leur discours, c'était de rendre justice à tout ce que le régime de Macky Sall a pu faire subir au peuple sénégalais. Moi, je suis persuadé qu'ils vont dans tous les cas le faire. Le peuple sénégalais qui a voté pour eux ne leur donnera pas le choix. Ils vont dans tous les cas revoir ces dossiers-là, parce qu'il s'est quand même passé des choses gravissimes sur les 3 dernières années au Sénégal, des tueries en masse, des manifestations réprimées, des libertés restreintes, des hommes politiques emprisonnés sans aucun fondement puis libérés, etc. Donc je pense dans tous les cas, il faut absolument que ces dossiers-là soient réouverts. Maintenant, il y a la différence entre un discours électoraliste pendant la campagne électorale, un discours même d'un opposant et un discours d'homme d'État. Quelqu'un qui a le pouvoir, en général, il est très vite confronté à la réalité. Et quand on dirige en État, en général, on est confronté à un certain nombre de réalités qui ne nous permettent pas
de faire du populisme. Donc le populisme, on peut le faire avant de tenir le pouvoir, mais une fois qu'on a le pouvoir, on doit se comporter en responsabilité. Les personnes qui ont commis des crimes, que ce soit économiques ou des crimes qui portent sur des vies humaines, dans tous les cas, ce sont des sujets qu'il va falloir revoir. Mais les organisations, j'ai vu qu'il y a quelques avocats qui sont militants aussi des droits de l'homme qui ont déjà commencé à en parler. Donc ce sont des sujets, si on n'en parle pas, ça va être une sorte de, je ne dirais pas de tâche, hein, parce qu'ils viennent de commencer, ils n'ont pas encore gouverné, si je peux le dire comme ça. Mais ce sont des sujets qu'il va falloir, il va falloir en débattre. Il va falloir en débattre, effectivement. Effectivement. Le gouvernement actuel, Sonko et Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, ont beaucoup parlé de rupture et de souveraineté. Ils ont publié leur gouvernement, la liste de leur gouvernement. Est-ce que vous sentez cette question de rupture ou de souveraineté par rapport au profit des ministres qui ont été choisis et dans quelle mesure on peut s'attendre à une rupture également? Alors, je pense qu'il y a l'expression, la volonté de rupture qui est là par le verbe, par la parole. Après, on constitue un attelage gouvernemental pour mettre en place effectivement le projet. Je pense qu'il faut attendre, à mon avis, 1 an ou 2, peut-être, pour voir dans les premières mesures qui vont être prises si on va vraiment vers la rupture. Il était important qu'il le signifie. C'est d'ailleurs un des mots qui sont utilisés comme panafricanisme de gauche, revoir les contrats, les conventions, rompre avec le système autour justement de ce qu'on peut appeler une gouvernance sobre. Voilà. Donc tout ça, ce sont des volontés qui sont exprimées. Mais je pense qu'il faut attendre. Et ça ne va pas être facile parce que la question de la souveraineté, on voit bien d'ailleurs la question de la monnaie, ce que ça a soulevé comme complexité et débat contradictoires. Il y a une souveraineté alimentaire, une souveraineté économique, une souveraineté politique. Je pense qu'en termes de souveraineté politique, on peut même dire que c'est vraiment une deuxième décolonisation. On peut dire que c'est une deuxième décolonisation par la manière dont à la fois le passage, en fait, l'arrivée de Diomaye, du président Diomaye et de son attelage s'est passé. Donc là, on peut dire qu'il y a une réalité en termes de souveraineté politique. Mais après, c'est la souveraineté économique. Il y a des relations avec les organismes internationaux, le FMI, etc. Il y a les relations avec les États. Il y a l'implication et l'imbrication, effectivement, des économies. Et là, ça va être quand même extrêmement difficile. Et est-ce que la société sénégalaise, le peuple sénégalais va être patient et bienveillant pour construire à long terme cette souveraineté? Parce que la souveraineté, elle va aussi reposer sur, comme je disais tout à l'heure en aparté, si tu veux être autonome, il faut que ta batterie d'autonomie soit remplie, quoi. Si tu prends ta voiture, tu dis, bon, je suis autonome, je pars. Si tu n'as que 1 litre d'essence, tu ne vas pas aller loin, quoi. Donc, il faut à la fois que tu aies 1 litre d'essence, mais aussi que tu aies de la réserve d'essence pour être autonome. Donc, ça signifie créer les bases macroéconomiques du Sénégal pour pouvoir aussi résister aux pressions extérieures. Alors, Mohamed Cher a parlé souvent du terme de décolonisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que le nouveau gouvernement, aujourd'hui, part sur cette logique de décolonisation, par exemple en créant une nouvelle monnaie ou bien en éliminant les bases militaires françaises, par exemple, au Sénégal? Est-ce que ce serait audacieux de la part de ce nouveau gouvernement? Oui, ce serait très audacieux. Après, il faut quand même écouter le discours du président Diomaye Faye avant et après.
Le discours de campagne, comme on a dit, c'était un discours qui était très virulent. Et quand il a tenu ses premiers discours, on a vu qu'il a utilisé un mot, comme disait le doyen tout à l'heure, le panafricanisme de gauche. C'est-à-dire qu'il va faire une sorte de préférence nationale, même au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il va d'abord travailler pour les Sénégalais, dans l'intérêt supérieur des Sénégalais. Il va s'ouvrir au niveau des autres pays. Il va les inviter à reconstituer ou à reconfigurer l'Union africaine. Parce qu'on a vu oui, voilà. Donc la situation est tendue et ce qui est intéressant avec ce nouveau gouvernement et ce président Diomaye Faye, c'est qu'il peut être le trait d'union entre les pays africains qui aujourd'hui ne croient plus en cette union, comme le Mali, le Burkina Faso, voilà, entre autres, et les autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc. Donc il peut réussir vraiment à faire ce lien, ce link pour pouvoir les unir dans une dynamique de panafricanisme, mais de gauche comme il dit. Et ça, c'est intéressant, parce que si on dit panafricanisme de gauche, c'est qu'il y a un panafricanisme de droite. Et le panafricanisme de droite a toujours été incarné par les libéraux, comme Abdoulaye Wade, etc. Parce qu'Abdoulaye Wade, il tenait aussi un discours un peu panafricain, mais un panafricanisme libéral. Alors que lui, c'est un panafricanisme de gauche, proche du peuple, qui travaille dans l'intérêt du peuple d'abord, et qui n'est pas fermé, justement, aux relations internationales. Maintenant, quand on parle de décolonisation, moi je fais partie de la jeunesse africaine qui pense que les pays africains ont été décolonisés depuis 1960 et qu'on a eu le malheur d'avoir toujours des dirigeants qui n'ont pas pu justement comprendre que les peuples ont besoin de souveraineté, ont besoin d'autonomie, ont besoin de préparer eux-mêmes leur avenir sans dépendre forcément des puissances occidentales pour pouvoir préparer leur... Parce que les pays occidentaux financent en quelque partie l'éducation en Afrique. Donc ça, c'est à cause des dirigeants qu'on a toujours eu depuis 1960 jusqu'à maintenant. En tout cas, la 1960, c'est la date où la plupart des pays africains ont eu leur indépendance. Aujourd'hui, quand je vois la dynamique qui est lancée par le nouveau gouvernement, le président Sonko, le discours qu'il a tenu et qui tient toujours, hein, pour moi, ils sont encore cohérents. Maintenant, il faut qu'on regarde ce qu'ils vont proposer concrètement dans les faits. Voilà, ils sont cohérents, mais il y a peu d'actions pour le moment. C'est normal parce qu'ils viennent juste d'être installés. Il n'y a pas beaucoup d'actions, mais il y a eu également beaucoup de discours. Et est-ce que cette rupture et ce changement de système-là, c'est possible quand on a dans ce nouvel environnement politique des gens qui ont connu quand même d'autres systèmes? On a vu la proximité du nouveau gouvernement avec le camp d'Abdoulaye Wade, par exemple, qui est un allié de taille pour la coalition Diomaye président. On a eu d'autres personnalités également, comme Habib Sy, Mary Teuw Niane, qui faisait partie du gouvernement de Macky Sall, qui est reconduit dans le gouvernement, même l'ancien secrétaire d'État de la présidence est dans le nouveau gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de concrétiser ce projet en incluant dedans ces anciens mentors des anciens régimes, cher? Non, mais je pense qu'il faut quand même savoir raison garder et être assez réaliste. Quand des jeunes politiques qui n'ont pas eu l'expérience du pouvoir, ils ont l'expérience de l'administration parce que quand même c'est des hauts cadres de l'administration française, mais ils n'ont pas eu l'expérience de la gestion de l'État au sens gouvernemental. Quand ils arrivent et qu'ils n'ont pas aussi un peu dans le réseau ou dans leur proximité des personnes à même de jouer ce rôle-là, il me semble que c'est très pertinent qu'ils fassent appel à des personnes qui ont ces compétences et qui peuvent effectivement leur apporter le meilleur d'elles-mêmes. D'autant plus que leur élection ou leur désignation a été accompagnée quand même de ce qu'on appelle une enquête de moralité. Mais en même temps, vous savez, au Sénégal, les gens se connaissent. Les gens se connaissent. Je sais qu'il y a eu quelques petits conflits entre Diomaye et Mary Teuw Niane. Et même dans ce conflit-là, je regarde les vidéos, ils gardaient quand même un grand respect, les deux d'ailleurs entre eux. Et on sait très bien dans quelles conditions Mary Teuw Niane a quitté le pouvoir de Macky. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui avaient cru au discours de Macky et qu'il avait rejoint. Et finalement, quand ils ont découvert qui il était, ils sont sortis. Et je trouve que c'est même heureux.
Donc, Mary Teuw Niane, en tant que chef de cabinet, vraiment, c'est quelque chose moi, que j'apprécie. Le secrétaire général de la présidence, là aussi, c'est quand même un cadre de l'administration. C'est des gens qui travaillent pour l'État et qui maîtrisent bien le fonctionnement de la présidence. Donc, c'était important. Après, moi, je me dis, il y a les orientations que le gouvernement donne, donc les orientations du président. Le Premier ministre, il coordonne ses ministres, et les ministres vont coordonner leur cabinet. Et en fait, ce sont les cadres, les fonctionnaires de l'État, parce qu'on a quand même un corps de fonctionnaires aguerris, compétents, et qui maîtrisent bien leur sujet. Et ces gens-là, c'est eux qui mettent en œuvre. Donc s'il y a une cohérence dans les programmes, dans les orientations, et si on garde les balises qui ont été posées, c'est-à-dire la question de la souveraineté, la question de la sobriété, la question de mettre toujours en avant l'intérêt supérieur du peuple et sa partie la plus faible, c'est comme ça que j'ai défini la gauche. La gauche, je l'ai définie comme quelqu'un qui met toujours comme balise l'intérêt du peuple et en plus sa partie la plus faible. Donc si on prend ça, avec toutes les mesures prises pour lutter contre la malversation, etc., je pense que ça peut fonctionner. Aujourd'hui, il y a une orientation qui est donnée, il y a des ministères qui sont posés. Bien sûr, on peut dire que dans l'attelage, on peut avoir des lignes. Il peut y avoir des luttes de lignes. Il peut y avoir un peu de libéralisme, il peut y avoir un peu d'éléments de gauche, mais il appartiendra au Premier ministre et au Président, en fonction des lignes forces du projet, de pouvoir justement faire l'arbitrage, etc. Et de toujours garder comme ligne force cette idée qu'on va vers le peuple, pour le peuple. Quoi. Donc, là aussi, ce qui me permet de garder espoir, mais comme moi aussi je suis un utopiste réaliste, je peux aussi être très critique s'il le faut. Je pense que vraiment il faut penser que l'État sénégalais est un État stable, avec des fonctionnaires qui sont vraiment capables de gérer des dossiers, de les mettre en œuvre. Il faut avoir simplement ce que j'appelle un bon timonier, pour parler comme on disait en tant que maoïste, mais un bon chef de bateau, quoi. Alors, parmi donc les mesures prises par ce nouveau gouvernement, c'est lutter contre l'hyperprésidentialisme du chef de l'État et en essayant de donner plus de pouvoir au Premier ministre. Ce qui veut dire qu'également, parmi les grands décideurs de ces pays, il figure Ousmane Sonko. Est-ce une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce qu'il va essayer un peu de mettre à l'aise le nouveau président? Comment est-ce qu'on peut analyser la présence de Sonko dans ce gouvernement? Oui, alors en fait, il ne faut pas qu'on se leurre. Si Diomaye a été élu, c'est grâce à Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, c'est lui le leader naturel du parti. On sait très bien comment est-ce qu'il a été empêché de devenir candidat, etc. Donc il y a eu tout un théâtre judiciaire, politico-judiciaire qui s'est tourné autour de ça. Et c'est suite à son inaptitude, on va dire, constitutionnelle à se présenter, à devenir candidat, qu'il a désigné le Diomaye Faye. Et ces deux personnes ont une sorte de complicité qui... j'invite les gens à ne pas rentrer dans leur complicité parce qu'ils sont liés par quelque chose de beaucoup plus fort que la politique. Et j'ai l'impression qu'ils sont fidèles l'un à l'autre. Donc si aujourd'hui Ousmane Sonko est le Premier ministre du président Diomaye, c'est pour moi tout à fait naturel parce que le projet, personne ne le maîtrise plus que le président Ousmane Sonko qui l'a porté ces 10 dernières années. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent former un binôme qui est très intéressant. Maintenant, je crois que le projet qu'il disait, le projet. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus un projet, il faut le matérialiser, il faut commencer à nous montrer ce que c'est que ce projet. Qu'est-ce que c'est que le projet? Bon, ils l'ont décliné sur plusieurs axes, la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire et aussi la souveraineté, je dirais même intellectuelle par rapport à tout ce qui peut se passer dans les relations que l'Afrique, de façon générale, peut avoir avec le reste du monde. Ousmane Sonko, comme Premier ministre, c'est quelqu'un qui va mettre en œuvre le projet. Il a désigné un gouvernement qui semble correspondre
les profils du gouvernement semblent correspondre à ce qu'ils cherchent vraiment, parce que moi je l'ai lu, hein, le projet, et je sais que c'est quelque chose de très intéressant, et en mettant en place des compétences pour pouvoir les matérialiser, que ce soit pour l'industrialisation, l'éducation, le secteur de l'agriculture, donc pour la souveraineté alimentaire. Ils ont désigné à chaque fois des personnes qui correspondaient parfaitement au poste et à la réalisation de ce qu'ils veulent, des résultats qu'ils veulent obtenir. Maintenant, oui, je pense qu'il ne peut pas y avoir de friction entre le Premier ministre et le Président, parce qu'ils ils savent d'où ils viennent et ils sont quand même dans une dynamique. On peut pas analyser la chose en extrayant ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, c'est que c'est Sonko qui devait être à la place de Diomaye. Donc Diomaye, s'il est à la place de Sonko, on ne va pas faire semblant en disant est-ce qu'il ne va pas le gêner. Non, il ne va pas le gêner. Ils vont devoir travailler dans tous les cas ensemble. Et puis, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que si Diomaye échoue, c'est Sonko qui échoue. Et si Sonko échoue, c'est Diomaye qui échoue. Parce que c'est Sonko qui a demandé aux Sénégalais de voter pour le président Diomaye. Donc on ne peut pas faire semblant en disant oui, c'est Diomaye maintenant le président, maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Non, c'est Ousmane Sonko et Diomaye Faye qui doivent avoir les résultats. Gouverner ensemble. Il y a des voix qui s'élevaient tout au début de l'élection de Diomaye qui disaient que Sonko devrait maintenant se mettre un pas à l'écart. Mais est-ce que, la question que je vous pose, c'est est-ce que l'avenir politique d'Ousmane Sonko dépend aujourd'hui des résultats de Diomaye Faye? Ah, mais les deux sont liés. Alors moi, je discutais beaucoup avec un ami du Sénégal et je lui disais, peut-être, comme ils ont parlé de séparer la fonction présidentielle de la fonction de chef de parti, séparer le parti de l'État, voilà, dans mon hypothèse, c'était que Sonko restait responsable du parti et puis peut-être président de l'Assemblée nationale, etc. Et ensuite, en y réfléchissant, je me dis, mais ils ont construit quand même le projet ensemble et il n'y avait pas meilleur candidat pour assurer justement la mise en œuvre du projet que Sonko, quoi. Donc, je trouve que c'est assez intéressant que ça se passe comme ça. Et en effet, si l'un échoue, l'autre échoue. Mais en même temps, si l'un réussit, l'autre réussit. Et c'est pourquoi il y a un des analystes, j'oublie son nom, qui disait qu'ils en ont encore pour 20 ans. Ah oui, pour 20 ans, si vraiment ils arrivent à réussir, s'ils arrivent à... Alors, ça va être difficile. Alors là, je pense qu'il faudra aussi qu'on soit clair. Parce qu'on parle d'échec ou de réussite, les conditions de réussite, à mon avis, sont réunies, comme aussi des conditions d'échec. Là, c'est kiff-kiff, tout est possible. Alors, moi, je me dis, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que il y a eu un vent de sympathie, mais c'est aussi une des singularités aussi de ce cycle politique, qu'on n'a jamais vu par rapport à un autre parti. Vous avez un parti politique qui naît très jeune, un parti politique qui est financé pas seulement par ses propres militants, mais par des gens qui n'ont pas d'expérience politique. Et beaucoup par la diaspora. La diaspora qui a toujours effectivement voté dans le contre, quoi qu'on dise, parce que du fait même de leur proximité avec d'autres systèmes politiques, voilà, il y a peut-être une sorte d'appétence à plus de démocratie. Mais pour une fois, la diaspora non seulement s'est mobilisée physiquement, mais s'est mobilisée aussi financièrement. Et donc ce vent de sympathie-là, moi j'ai vu, ma soeur me disait qu'il y avait même dans le marché des femmes qui donnaient, pour Sonko. Donc le lien idéologique avant la prise du pouvoir, c'est un lien qui est basé sur la subjectivité. Voilà, on vend un rêve, on participe à un rêve, on veut que ça change. Ce lien-là idéologique n'est pas le lien économique après. C'est-à-dire, quand on prend le pouvoir, ce n'est pas tant de prendre le pouvoir, c'est de gérer le pouvoir. Là, ce vent de sympathie ne va pas durer longtemps. En fait, oui, ne va pas durer aussi longtemps que certains peuvent l'espérer. Et donc, ça signifie tout de suite, au moins commencer à satisfaire ce que j'appelle les revendications principales, pas élémentaires, mais primaire, quoi, c'est-à-dire le coût de la vie,
l'électricité, l'eau, les denrées alimentaires, etc. Ça, il faut réellement résoudre ça. Et ensuite, les gens peuvent attendre. Parce qu'on dit souvent, tu sais, on a des phrases qu'on nous raconte. Ah, mais il ne faut pas donner du poisson aux gens, il faut leur apprendre à pêcher. Mais non, mais quand quelqu'un a faim, tu lui donnes à manger déjà, et après tu lui apprends à pêcher. Les jeunes là, il faut qu'ils aient aussi quelque chose sous la main avant de continuer à poursuivre des études. Parce que pour former des personnes, c'est quand même plusieurs années avant qu'ils n'arrivent à travailler et à gagner des sous. Et même si on leur apprend à pêcher, il faut être sûr que dans la mer, il y a encore du poisson. Vous voyez, donc ce n'est pas aussi simple que ça. Donc il y a vraiment des attentes très fortes du point de vue de par la population. Et c'est là où ça va être difficile, d'autant plus qu'il y a des fronts qui vont s'ouvrir. Hein. Moi, je disais à un ami, il faut qu'il joue vraiment sur la transparence. Vous avez la question des inondations qui vont arriver tout de suite. Et les gens vont penser que, ah oui, le président Diomaye Diakhar Faye est arrivé, c'est le Messie, presque il ne va pas pleuvoir, quoi. Et s'il pleut, il va régler le problème. Voilà, il va y avoir des fronts qui vont s'ouvrir. Donc il faut vraiment être pour moi, c'est vraiment la transparence et faire le premier geste. On le sait au Sénégal, quand les prix de denrées alimentaires baissent, les gens ils peuvent aussi attendre autre chose. Ce n'est pas des infrastructures, des gros trucs. Il faut qu'ils aient mangé, à boire, qu'on règle les problèmes sanitaires, les problèmes de santé, qu'on règle les problèmes de l'éducation. Et ensuite, les gens verront venir les grosses, les gros chantiers, les grosses réalisations. Alors, on va parler donc de cette question de transparence parce que aussi c'est une question sur laquelle mise le gouvernement. Il parle beaucoup de transparence et de bonne gouvernance. Et d'ailleurs, le président Diomaye, il a même écrit un courrier à l'administration sénégalaise basé sur 3J, Djoub, Djoubal, Djoubanti. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette question de transparence et notamment ce qu'il a dit, la publication de tous les rapports des corps de contrôle peut être aujourd'hui un frein à des questions comme la corruption, qu'on connaît tous, qui est aussi un frein au développement de l'Afrique et notamment du Sénégal? Absolument, parce que de toute façon, ils ont prôné la rupture. La rupture, c'est une rupture par rapport à ce qui se faisait avant. C'est pas difficile à comprendre. Ils estiment que chaque département ministériel, chaque direction, chaque ministère doit pouvoir prouver les dépenses qui sont générées, faire des rapports au président, au Premier ministre. Cette gestion transparente de l'État, déjà, va permettre aux citoyens de faire confiance à ceux qui dirigent et aussi à leur donner plus de crédit quand ils veulent faire des réformes qui peuvent être difficiles. Quand on gouverne, on peut avoir tendance à avoir surtout quand on prône le changement d'un système, un système qui est installé depuis quand même plusieurs années, hein, depuis, je dirais, l'accession du Sénégal à l'indépendance, parce que ce sont les libéraux qui ont, dans tous les cas, dirigé, et les socialistes, etc. Donc, ils font partie d'un même bloc. Là, s'ils parlent de rupture, c'est une rupture par rapport à tout ce qui se faisait avant. Donc, cette gestion transparente des affaires de la cité va permettre aux Sénégalais d'observer, d'avoir des informations, de suivre, de contrôler le gouvernement eux-mêmes. Et je pense que ça peut diminuer parce que quand on est directeur ou quand on est au sein d'un ministère et qu'on a un budget déterminé, ce budget il est alloué à un projet qu'il faut réaliser dans le cadre du ministère, donc dans le cadre des responsabilités qui sont confiées aux personnes qui dirigent ce ministère. Si à la fin de la réalisation de ce projet, on demande à ce ministre ou à ce département ministériel de prouver les dépenses qui sont effectuées, ça diminue la corruption. Donc chaque sou dépensé pourra être tracé. Et ça, effectivement, il n'y a qu'un idiot qui va penser corrompre ou jouer avec ou se faire corrompre et je pense que le président, le Premier ministre Ousmane Sonko est vraiment dans cette dynamique. Je pense qu'il y croit vraiment et s'il y croit, c'est que le président Diomaye Faye y croit également et je pense que c'est un exemple qu'il lance à tous les autres pays africains aussi car une gestion transparente et saine de l'argent qui appartient à tout le monde, puis ils le disent, hein, le mieux peut bok, mieux peut montijot. Ça veut dire que ce qui appartient à tout le monde, que tout le monde puisse en bénéficier. Et ça, je pense que ça favorise effectivement la transparence. Et cette transparence annule et supprime toute tentation ou toute tentative de corruption.
Alors, on va terminer sur cette question. On a vu pendant la cérémonie de prestation de services des chefs d'État invités. On a eu le Mali, le Burkina et tant d'autres pays, mais la présence donc de ces chefs d'État qui ont accédé au pouvoir par les armes était vraiment très remarquée. Alors, selon vous, est-ce une volonté de leur donner une leçon de démocratie ou bien une volonté de reformer cet espace de l'Union africaine et peut-être de poser les premiers pas d'une nouvelle Union africaine ou de la CEDEAO, par exemple? Alors, je pense qu'il y a une raison première vraiment fondamentale, c'est de permettre au président Diomaye Diakhar Faye de jouer un peu sa partition en tant que nouveau président et jeune et panafricaniste, de recoller un peu les liens entre ces régimes et le reste de la CEDEAO, l'UMOA, etc. Ça, c'est une chose. Mais ça a eu un effet qui n'était pas nécessairement, à mon avis, dans l'idée, parce que restons aussi modestes, le Sénégal ne peut pas dire je vais donner de leçons aux autres, quoi. Hein. Il y a des moments, voilà, il faut aussi rester modeste et humble. Mais ça a eu cet effet-là. Ça a eu cet effet, pas nécessairement, je pense, sur les chefs d'État, mais sur leur peuple. Tu vois, je pense que les peuples ont pu justement assister à la présence de ces chefs d'État et se dire, et finalement le Sénégal, il est possible de faire autrement. Mais en même temps, qu'est-ce qui a amené des situations de coup d'État? Est-ce que ce n'est pas justement un manque de démocratie, hein, un manque de souveraineté, des crises politiques qui ont amené ces solutions-là, même si on peut ne pas être d'accord. Donc c'est assez complexe. Mais je pense que le fait que ces hommes d'État aient été présents, c'était une très bonne chose. Pas tous, même s'ils ont été représentés, c'est une bonne chose, parce que ça réunit un peu la famille. Je pense qu'il y a eu des choses qui se sont dites, et ça légitime en même temps Diomaye, parce que quand tu veux faire médiateur, il ne faut pas que tu sois ni d'un camp ni de l'autre, il faut que tu sois au milieu. Et donc là, le fait de les avoir invités, ça lui permet d'avoir cette position de médiateur et de pouvoir parler à égale partie et à égale dignité aux uns et aux autres. Il n'aurait pas pu le faire, Macky, parce qu'il a déjà pris position avec Ouattara. Il ne pouvait pas le faire. Et le Sénégal, d'ailleurs, avait commencé à être perçu par les autres comme traître, voilà, de la communauté africaine, etc. Donc là, il revient et il rabat un peu les cartes. Mais en même temps, l'effet, c'est que ces présidents-là, dans leur tête, je pense que ça doit bien sonner, mais en même temps, les peuples ont eu aussi à tirer peut-être des enseignements et même peut-être à être revigorés pour se dire mais pourquoi on ne pourrait pas faire comme le Sénégal, quoi. On va terminer aussi sur cette même question. Est-ce que le dialogue entre le président Bassirou Diomaye Faye et ses pairs chefs d'État africains, ça sera facile? Par exemple, pour un pays comme le Mali, on vient de voir ce qui vient de se passer en début de semaine. Le président qui sort un décret pour interdire toute activité politique, que ce soit les partis politiques ou la société civile. Et pire encore, il interdit à la presse de parler de politique. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas en train vraiment de vaciller dans un sens où le dialogue sera peut-être un dialogue de sourds ou impossible de communiquer avec eux? Oui, avec le Sénégal, en tout cas le projet qui est porté par le nouveau gouvernement, c'est un projet qui est ouvert et beaucoup de Maliens, moi j'ai discuté avec énormément de Maliens, même quand on regarde sur les réseaux sociaux, se reconnaissent dans le projet de PASTEF. Donc je ne pense pas qu'il ne puisse y avoir de discussion. Après, le Mali, c'est un État souverain qui doit gérer sa souveraineté. La démocratie sénégalaise n'est pas la démocratie malienne. Il y a les paramètres sociaux, culturels, idéologiques, même religieux sont totalement différents. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, les États qui sont dirigés en général par des militaires, je suis un peu démocrate, donc je ne peux pas aller dans ce sens, mais je pense que le Mali a besoin vraiment d'un souffle, d'un nouveau souffle, et puis les restrictions de liberté, etc., tout ça, on a vu ce que ça a produit au Sénégal, qui est quand même un pays qui a réussi à garder sa démocratie, même dans les moments les plus sombres. On a vu que même un président élu qui joue avec les principes de la démocratie peut se faire éjecter par son peuple. Donc je pense qu'il serait sage de respecter les libertés, de respecter le jeu démocratique dans un État, notamment comme le Mali qui traverse des moments difficiles dans la sous-région. Merci beaucoup, Mohamed. Je t'en prie. Merci beaucoup, cher. Merci En beaucoup. espérant vous revoir également.
Mais ouais, avec plaisir. Et puis je salue tous vos spectateurs et spectatrices qui vous regardent. Je vois que ça commence à monter. Je suis vraiment content de ce travail que vous faites. Et on peut en être fier en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain. Et puis autour de la diaspora, je pense que voilà, ça ne va faire que se poursuivre dans le bon sens. Je vous souhaite le meilleur du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Cheikh Tidiane Sow et Mohamed Lam dans les rendez-vous de la diaspora sur Sénévision. Cette émission a été réalisée par Pape Fall et son équipe. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci beaucoup.